Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Marie et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre le fonctionnement du venture capital et comment ça impacte les développements de l'IA. Pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui dans un fonds d'investissement dont la thèse, que je traduis de l'anglais vers le français, est d'être les premiers investisseurs pour les fondateurs techniques qui veulent résoudre des problèmes difficiles. C'est une traduction très faire. Et ben, écoute, salut Clément, et puis merci pour l'invitation. Peut-être pour faire court. Moi, j'ai au départ une formation d'ingénieur en informatique. Et assez vite, j'ai été passionné par la computer vision. Alors, c'était à l'époque où c'était vraiment le tout début du deep learning. On avait OpenCV qui n'était pas du tout du deep learning. Et puis, il commençait à y avoir première librairie, les premiers modèles. Donc, j'ai brièvement envisagé d'aller faire une thèse dans ce domaine et puis de devenir chercheur, en fait. Et jusqu'à ce que, incroyable, je rencontre dans une conférence un ancien de mon école qui était venu présenter son parcours et qui, à l'époque, avait créé une start-up et levé 30 millions d'euros, ce qui, en 2010, c'était insane. Enfin, ça n'arrivait pas. Et ce qui m'a frappé, c'était l'intensité de ce fondateur et son niveau de passion, de drive, que moi, j'avais toujours essayé de rechercher dans tous mes stages, mes expériences professionnelles, toujours essayé de tone down en moi-même pour un peu plus fit in, pour être un peu plus normal. Je me suis dit, genre, oh, formidable, en fait, j'ai trouvé mon peuple, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, j'avais vu qu'il avait fait HEC Entrepreneur. Je me suis dit, je vais faire HEC Entrepreneur. Je me suis obsédé pendant 6 mois pour rentrer. Et donc, suite à HEC, après quelques détours, on va dire, formateurs, j'ai rejoint une boutique d'affaires tech. Et là, j'ai eu la chance par exemple, d'aider un de mes clients à lever avec Index Venture, qui était un de leurs premiers deals en France. Et cette boîte, elle était dans le domaine du big data pour le retail. Il va y avoir une continuité avec la suite. J'ai bossé en tout avec une dizaine de clients. J'ai levé à peu près 30 millions d'euros pour ces clients dans un moment où l'écosystème français entier levait 300 millions d'euros par an. Et ce qui était très, très clair, c'est que mon fit avec les fondateurs techniques qui faisaient le big data pour le retail était infiniment supérieur à mon fit avec les fondateurs food tech ou ad tech qui étaient la majorité des deals qu'on faisait à l'époque. Et je me suis dit, il faut que c'est très simple, c'est ça que j'aime, il faut que j'aille en faire, et faire que ça. Donc, j'ai rejoint un fonds d'investissement, enfin, après la boutique de tech banking, qui s'appelle Serena Capital. Et là, j'ai rejoint Bertrand Diard, le fondateur de Talend. Talend, c'était le Airbyte de la génération d'avant, peut-être pour ceux qui ne savent pas parler. Et c'était une des premières sociétés françaises à faire son IPO au Nasdaq. Donc, c'était génial de pouvoir bosser avec Bertrand dans un fonds que Serena avait choisi d'être thématique sur les sujets big data et machine learning. Pourquoi c'était venu à l'idée de Serena de créer ce fonds thématique? C'est parce qu'ils avaient financé DataIQ à l'époque en seed et ils avaient compris qu'il y avait une nouvelle ère du machine learning qui allait s'ouvrir et que ça méritait un fonds dédié. Donc, incroyable opportunité pour moi. J'arrive à 25 ans de pouvoir déployer 80 millions d'euros et tant vous dire que ça n'arrive plus, ce genre de... parce que ça n'arrive pas souvent. Je suis super contente d'avoir pu faire ça. Donc, chez Serena, je me suis effectivement spécialisée sur les fondateurs techniques, donc beaucoup d'X, beaucoup de centraliens, mais pas que, hein. Donc, j'ai backé notamment Malte, qui n'a pas l'air d'être une boîtière comme ça, mais c'est un business qui est inscalable si tu n'es pas un dieu du search, de la data, de l'IA, de l'ontologie. Et cette boîte, en fait, elle a pu, elle va atteindre, c'est public, c'est eux qui l'ont écrit, donc je peux le dire, elle va atteindre 1 milliard de GMV cette année parce que justement, elle a su exploiter sa donnée, elle a su mettre du ML très tôt dans ce process. J'ai backé aussi Descartes Underwriting, qui en fait révolutionne l'assurance grand risque avec des meilleurs algorithmes, avec en fait juste une flopée de super bons data scientists qui refont tous les algos de prédiction sur les incendies, les catastrophes, les tempêtes, qui ont refait tous les algos de zéro, alors que tous les players dans l'assurance utilisent tous les mêmes sources de data et les mêmes algos. Ou encore Audaceva, qui est une boîte à San Francisco dans le big data management pour Salesforce, qui vient de lever 50 millions avec Silverledge. Ou Kili Technologies dans l'annotation des cas complexes pour les LM. Voilà. Donc, au total, dans cette période chez Serena, les startups que j'ai accompagnées, elles ont levé à peu près 1 milliard d'euros derrière mon investissement. Et ça a été surtout des rencontres avec des fondateurs vraiment, vraiment incroyables. Et j'avais envie de comprendre le game européen et voire mondial. Donc en 2021, j'ai rejoint Fly Venture, qui est non pas européen, du coup. Bien, c'est les fondateurs techniques depuis le tout début de l'aventure.
qu'on faisait pas forcément chez CN. Et sur des sujets même encore plus complexes, encore plus proches du state of the art de la recherche. Avant même qu'ils aient, une équipe, un pitch deck, avec 0 traction, 0 produit. Donc finalement l'ultime, juste est-ce que cette personne elle a le right to win pour ce sujet? Est-ce que ce sujet, a le potentiel d'avoir des retours, venture scale? Voilà. Et après sinon dans le domaine de l'IA, j'anime avec Antoine Moirou, qui est partner chez Lightspeed, qui est le premier investisseur de Mistral, une conférence qui s'appelle Binary Stars. La dernière édition, c'était il y a 2 semaines. On a reçu le co-créateur du protocole MCP et 2 des premiers builders avec MCP. Et enfin, je partage, un peu mes recherches sur le state of the art de l'AI dans mon blog. Je vous invite à trouver sur mon Substack. On aura l'occasion d'en reparler. Merci pour cette présentation, Marie. Ça fait quelques temps on assiste à une frénésie d'investissement sur l'IA. Il y a quelques semaines, mois, c'était le projet Stargate. Là, très récemment, il y a Trump qui est en Arabie Saoudite, qui a emmené la moitié de la Silicon Valley avec lui pour signer des gros investissements. En face de ça, et il y a des gens qui comparent un petit peu cette frénésie d'investissement à la bulle .com et d'autres qui voient aussi que potentiellement elle pourrait éclater. Toi, quel est ton regard sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses que on investit à perte et que ça va forcément se dégonfler ou pas d'ailleurs? Enfin voilà, c'est quoi ton regard et c'est quoi les signaux que toi tu suis pour essayer de sortir un peu du bruit ambiant et de comprendre vraiment ce qui se joue? Alors c'est une super question. En fait, je pense que là, en mai 2025, je suis beaucoup plus sereine sur répondre franchement à ta question, où nous, on a on va dire un optimisme modéré sur le sujet. Il y a 6 mois, c'était on va dire avant l'épisode DeepSeek de février où DeepSeek a annoncé ses perfs de Transformers 50 fois plus efficaces que OpenAI. Ou même, ouais, je sais pas, il y a 1 an, cette position, elle était très difficile à soutenir dans, un ensemble de gens qui étaient tous, en transe de nouvelles capacités des modèles avec des questions qui, je pense maintenant, ont été assez bien résolues dans la recherche. Est-ce que les modèles LLM résonnent? Bah non, ils sont juste, très, très forts à trouver des similarités et il se trouve que ça mimique pas mal le raisonnement humain, mais c'est pas du raisonnement en fait. Ça trouve des similarités avec ce que tu lui demandes. Ça le fait à une échelle très micro et puis si tu lui donnes, suffisamment de data assez proche de ta question, il va, par similarité, trouver la bonne réponse. Mais ils sont incapables de raisonner, même les long chain of thought models, donc les O3 et cetera. C'est la même chose avec plus de puissance d'inférence. Donc il va chercher incrémentalement un peu plus loin, mais on n'a pas trouvé, de science qui permet de reproduire encore le raisonnement humain. On est obligé de le mimiquer avec, une structure qui sous-tend notre langage et qui fait en partie le taf, mais on n'a pas solvé la question du raisonnement. Voilà, donc bon, donc ça, c'était un peu, voir pendant 1 an, alors Sam Altman qui a fait son taf de CEO, hein, il a levé ses 30 milliards. Le goal du CEO, la job description du CEO, c'est: «Je dois faire augmenter la valorisation de ma société». Il a très bien joué ce rôle de CEO, il a augmenté la valorisation d'OpenAI, mais au passage, la vérité cartésienne et scientifique, elle est un peu passée par la fenêtre avec, des phrases, comme, «Ah oui, dans 2 ans, c'est les GI, les scaling laws, c'est infini, il nous faut le projet Stargate parce que it's all about compute». Enfin, ça, maintenant, là, en mai 2025, je pense qu'au moins la majorité, qui était avant une toute petite minorité, l'opinion majoritaire, en tout cas au moins en Europe, c'est que c'est pas évident. Voilà, et qu'il va falloir un peu plus de science et de recherche pour arriver à ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes les cadres fondateurs d'OpenAI, ils sont tous partis remonter des boîtes. Ilias Sutskever, il a levé, 1 milliard pour son labo et il travaille en tunnel sur, les prochaines architectures, les prochains modèles de d'AI du futur. Murat Murati, même chose. Chez Google, tu as François Chollet qui a levé 30 millions pour bosser sur des approches neurosymboliques pour le raisonnement. Donc en fait, des gens qui bossent en sous-marin sur les itérations de l'AI pour la suite, ils sont dans des labs non-profit ou for-profit. On va voir ce qui sort. Ça va être trop excitant. Par contre, ça ne veut pas dire que les LLM, c'est nul et tu m'entendras pas dire ça non plus. Les LLM, c'est un outil fantastique. Ça crée des usages et des possibilités bah, qui sont ultra cool. Enfin, je suis ultra excitée. C'est juste, je veux mettre en avant le delta entre le pitch AGI et puis l'espèce de religion de la West Coast sur ça va continuer avec du compute. Puis ça a l'air d'être assez bien démontré d'être faux, quoi. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous faites chez Fly, parce que on a parlé de votre thèse d'investissement, mais vous intervenez tôt, enfin très tôt même dans le cycle d'investissement précis dans Seed. Est-ce que tu peux
présenter un petit peu, enfin moi, tu vois, c'est pas un sujet que je connais très bien, les différents cycles d'investissement et comment ça fonctionne finalement, ces cycles d'investissement dans les startups, vu du point de vue des VC et peut-être profiter pour parler des LP et aussi de ce côté-là où qu'on connaît peut-être aussi un peu moins bien. Tu vois, on voit de l'extérieur, tel fonds d'investissement a mis 30 millions dans telle startup, il a l'idée tel truc. Mais voilà, juste un peu, peut-être passer de l'autre côté et expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est souvent assez nébuleux comme environnement, surtout la partie fond. Et je pense ce qui n'aide pas, c'est que les médias, par nature, ils te reportent aussi les data points extrêmes. Donc ça donne souvent une fausse idée de ce qu'est la normalité d'une equity story, enfin donc d'une histoire de funding d'une boîte dans un écosystème, parce que les journalistes ne reportent que les exceptions hautes. Donc ça crée parfois des questions pour certains fondateurs qui se disent: «Bah, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je lève pas 100 millions en pré-seed?» Oui, parce que c'est une anomalie de lever 100 millions en pré-seed. Ça arrive pour Mistral, enfin si je prends Paris, pour Mistral, H et Poolside, mais sinon ça n'arrive pas, voilà, ça n'arrive pas. Alors peut-être pour répondre à ta question d'abord, comment ça marche un fonds de venture capital? C'est un business où, dans la plupart des cas, on n'investit pas notre propre argent. Tu as quelques exceptions comme Kima où c'est l'argent de Xavier Niel ou quelques autres, mais dans la plupart des cas, on va rencontrer des LP, donc des limited partners, qui peuvent être des assureurs, des institutionnels, du public, comme la BPI ou le FEI, des entrepreneurs, des family office, enfin des gens qui ont envie de placer de l'argent. Et ils vont nous confier une certaine somme d'argent que nous, on doit déployer dans des entreprises, selon une certaine thèse d'investissement. Ce qui est un peu fucked up dans cette industrie, c'est que tu as tu as un désalignement d'intérêts potentiels entre le GP, donc le VC quoi, et le LP, qui est que ton LP, il te rémunère pour pouvoir mener à bien ta mission en management fee. Donc 2 de l'argent qu'il va te donner chaque année, tu le prends pour toi, pour payer tes salariés, payer ton équipe d'investissement, payer ton CFO, et cetera. Sauf que tu imagines bien, sur un fonds de 1 milliard, ça fait des millions d'euros par an en management fee et ça fait 150 à 200 millions de management fee, donc de revenus, en fait, juste pur revenu pour l'équipe qui a levé le fonds. Tu peux imaginer que ça peut désaligner peut-être un peu de l'envie de faire de la performance. Si on se dit: «Ah ouais, mais avec un fonds d'1 milliard, je vais peut-être arriver à le rendre que 1,2 fois le fonds. Ouais, mais 200 millions de management fee, bah, ouais, c'est sympa quand même, donc je vais lever 1 milliard.» Voilà. Et alors après, tu as une deuxième manière de gagner de l'argent dans ce métier, qui est liée à la performance, ça s'appelle le carried. C'est-à-dire que, les LP, ils disent: «Super, si tu nous rends plus que 2 ou 3 fois le fonds, on donne à l'équipe qui a investi 20 ou 30 de la plus-value.» Donc si j'ai un fonds de 100 millions et que je rends 200 millions à la fin à mes LP, moi et l'équipe qui avons investi le fonds, on a 20 millions à se partager pour nous. Donc autant dire que c'est chouette. Donc, tu as un peu les 2 axes de comment tu peux gagner de l'argent ici. Un, si tu fais un fonds très performant, tu fais un fonds à 10 fois ton fonds à 100 millions si tu rends 1 milliard. Bon, je te laisse faire le calcul, mais tu changes d'espace-temps pour l'ensemble de l'équipe, qui a investi le fonds. Si ton fonds d'1 milliard, tu rends 1 fois, ton équipe, elle a aussi gagné 200 millions d'euros, mais elle a fait aucune performance et elle s'en sort très bien financièrement quand même. Donc, ça t'explique un peu tous les phénotypes de VC que tu peux rencontrer, qui sont, plutôt performance, plutôt, fees, entre les 2, et ça a créé des comportements, différents après des thèses différentes. Voilà, nous, on est très simple, on fait des tout petits fonds, on se paye ultra mal et on est orienté complètement, performance. Alors ça, c'est côté fonds. Et après, bah, évidemment, en fonction de cette taille de fonds et puis de ta stratégie, tu vas investir à différents stades de maturité des entreprises. Donc il y a un 1er stade où nous on est, qui s'appelle Inception ou Pre-seed. C'est, les 2 fondateurs ont décidé de monter un projet ensemble et ça va à peu près savent te le décrire, ou ont écrit un notion, un deck et un plan, jusqu'à, ils ont des premiers clients pilotes, ils ont un proto, ils ont des papiers de recherche. Cette phase-là, initiale, la variance est extrêmement élevée parce qu'à cette phase-là, tu as Mistral qui lève 100 millions et tu as la boîte moyenne qui lève 800 000 €. Donc on est on est sur quelque chose de très large. Nous, comme on back des équipes techniques, souvent, tu as quand même un besoin d'investissement plus important au départ. Donc on va être sur des tours en moyenne autour de 2-3 millions d'euros, en allant parfois pour des choses de robotique ou des choses qui sont plus cash intensives vers 5, 6, 8. Ensuite, la boîte, elle commence à comprendre, enfin elle a produit, commence à comprendre comment
elle veut distribuer ce produit, mais elle doit faire des essais-erreurs. Elle a besoin peut-être d'un deuxième tour pour avoir le temps de figure it out. Ça s'appelle le seed. Toutes les boîtes ne lèvent pas un seed. C'est généralement, en moyenne, un très beau tour de seed entre 5 et 8 millions d'euros, parfois jusqu'à 10-12. Et là, tu es encore, comme fondateur, le chrono n'a pas encore commencé sur ta traction. Tu peux encore expérimenter, tu peux encore prendre le temps de comprendre comment tu vas distribuer ton produit. Mais il va falloir commencer quand même à faire de la traction parce que l'étape d'après, c'est là où tu commences le chrono, c'est le Series A. Si tu as compris qui tu es, tu as un product market fit qui est atteint. Ça veut dire, tu sais à qui tu vends et tu arrives à le vendre de manière répétée. Mais ton équipe, elle est encore très plate. Tu as souvent que ton équipe technique et puis le fondateur plus un mec qui font des ventes. Et ta pente, elle commence à être comme ça et tu dis, «Ah, je vais je vais continuer cette pente et pour le faire, il me faut des ressources, il me faut plus de gens en produit, plus de gens en sales, plus de gens en marketing, et faut que je structure ma boîte». Ça, tu l'as d'un Series A. Un beau Series A, c'est entre 10 et 50, souvent entre 10 et 20 et c'est le moment où le chrono de traction commence entre, ton Series A et ensuite, la sortie de la boîte, l'IPO, enfin en tout cas la fin. La capacité à lever à partir de ce moment-là, elle sera plus tellement sur enfin pour la plupart des sociétés, sera plus tellement sur la grande vision que tu vas raconter ou, ton profil, mais elle va être beaucoup sur ta traction. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de passer de 1 à 5 millions d'euros en première année ou de 1 à 3 millions d'euros la première année, puis de maintenir une traction au moins à plus de 100 chaque année pour rester dans le perfect du venture capital. Évidemment, tout le monde n'y arrive pas, il y a d'autres moyens de se financer si tu es pas à 100 de croissance et cetera, mais ça, c'est un peu le perfect et ensuite, tu as le Series B où là, c'est souvent entre 30 et 100 millions qui va, cette fois, ils vont avoir envie de voir une sales machine bien huilée, c'est-à-dire, il y a une dizaine, une vingtaine, enfin, de commerciaux qui ont réussi à ramp up, les ventes ne dépendent plus du fondateur. Et il y a un rang de C-level, donc le CFO, le CPO, le VP Sales, et cetera, qui ont été recrutés de manière successful. La boîte, elle a 3 étages. On n'est plus sur le fondateur en direct, ou les fondateurs en direct de fonction, sauf pour ceux qui ont pris un rôle de C-level. Et la société, finalement, elle est devenue une machine qui vaut de l'argent à elle toute seule. Même si les fondateurs disparaissaient, elle continuerait à exister. Voilà, c'est un peu on a passé cette étape de survivabilité de la boîte, où elle est devenue une belle machine sur un marché, qui mérite, cet effort-là. Et bon et ensuite tu as, série C, D et cetera, où là, c'est plutôt des très gros tours. Ça va être pour, scaler encore davantage la boîte de 100 à 1000 personnes et cetera. Et ça peut aller jusqu'à une IPO, ça peut aller jusqu'à un rachat par une autre entreprise ou, ce qui est de plus en plus classique maintenant, tout le monde veut rester, personne n'a envie d'IPO la boîte parce que c'est pas optimal et d'autres fonds de growth rachètent les fonds qui étaient rentrés, au début de la boîte et l'histoire se continue en fait avec une très belle boîte en forte croissance mais qui n'entre pas en bourse. Merci pour cette explication, plus claire pour moi en tout cas maintenant de comment ça fonctionne. J'ai une autre question pour, poursuivre sur ce sujet-là. J'ai écouté une intervention de Luc Julia, récemment dans un podcast où, il comparait, la manière de faire du venture capital dans la Silicon Valley et en France. Alors, je sais pas, ce que valent les chiffres, mais il disait que globalement, dans la Silicon Valley, tu es à 90 d'échecs, alors qu'en France, tu étais plutôt à 70 de réussite et qu'en France, on était plus des banquiers que des VC. Est-ce que, enfin, toi qui connais un peu les 2 mondes, on va dire, est-ce que tu peux partager un petit peu déjà ton regard là-dessus et peut-être les différences qui peuvent exister entre ces 2 mondes et en quoi ça va impacter les boîtes qui vont se développer au-delà peut-être de l'aspect juste, moyens financiers où c'est certain qu'il y a peut-être plus de moyens dans la Silicon Valley ou aux États-Unis. Pour autant, on voit des belles boîtes qui se créent aussi en Europe. Donc, j'imagine que l'argent fait pas tout et il y a une question peut-être de mentalité, d'approche. J'aimerais bien que tu puisses aussi en parler un petit peu. Alors déjà peut-être une remarque, c'est factuellement correct que la plupart des VC, en tout cas français, sont des banquiers parce que alors c'est petit détour historique, la plupart des fonds de VC qui sont connus, sur la place de Paris, ou qui ont été historiquement ici, on va dire, ils ont été créés autour de 2009-2010 quand, il y a eu la crise des subprimes et qu'avant enfin toutes les banques ou les gros assureurs qui avaient avant un corporate, enfin un département VC au sein de BNP avait son VC interne, Crédit Lyonnais avait son VC interne, ça maintenant ça s'appelle Alven. AGF, Private Equity, qui était un assureur, puis après c'est appelé Allianz,
avait un département VC qui s'appelle maintenant D-Invest, racheté par Eurazeo. Donc, enfin, Crédit Agricole, le fonds s'appelle Omnes. Et Serena, l'origine story, c'était Société Générale. Donc, en fait, quand tu regardes les VC historiques, Xange, c'était La Poste. Enfin, voilà, il y a vraiment, enfin, voilà, tous les VC historiques français sont des banquiers et des assureurs qui ont spin-offé une activité qui n'était pas liquide et qui rentrait plus dans les PNL des grandes banques et des assureurs. Donc, ça a laissé des petites traces culturelles, effectivement. Mais bon, les gens ont bien changé quand même en 15 ans. Et là où, alors ça, c'était la première partie où c'est factuellement correct. La deuxième partie, c'est Luc Julia, il fait partie de ces gens qui sont partis à SF et ils ont eu tout à fait raison, il y a 15 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il n'y avait pas d'écosystème en France, ou très peu en Europe. Et donc, si tu avais cette intensité, si tu avais envie d'être dans la tech, ton seul refuge, c'était d'aller dans la Silicon Valley ou à SF. Enfin, et je prends tout à fait son point, parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il n'y avait aucun avenir à créer une boîte tech ici. Mais parfois, souvent, ces gens qui ont eu des très beaux parcours dans la Silicon Valley, ils n'ont pas pris d'update sur l'écosystème et ce qu'il est devenu depuis. Et si on n'est clairement toujours pas au niveau d'intensité et de qualité de l'écosystème de la vallée, parce que aucun autre dans le monde ne l'est, ou même de celui de New York ou de Londres, bon, c'est quand même, c'est quand même un peu dur comme assessment. Voilà. Et la deuxième partie de ça, c'est qu'il y a depuis des tas de des nouvelles boutiques de venture qui se sont créées en France et en Europe avec des envies de pas être des banquiers et puis par des gens qui avaient peut-être pas des backgrounds de McKinsey et banque et je sais pas quoi, mais avec des backgrounds d'entrepreneurs, des backgrounds d'ingénieurs, des backgrounds différents et qui ont envie de faire d'autres choses. Rien que dans les quelques dernières années en France, tu as eu toute une petite grappe de nouveaux fonds qui ont vraiment pas le style où c'est 17 meetings avec d'abord l'associate, ensuite le partner, ensuite des questions, ensuite, enfin, ça c'est fini quoi. Chez les gens meilleurs aujourd'hui, c'est un portrait direct et j'espère que c'est ce que tu veux en tout cas en tant qu'entrepreneur, mais avec tu vois des emblèmes, des ovnis, Varsity. Enfin, je prends que la France. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres fonds qui sont créés en Europe, qui apportent en tout cas une touche vraiment plus entrepreneur friendly. Enfin, c'est un mot horrible, mais c'est juste pour dire, on se parle comme si on était des êtres humains et pas comme si on était en train de lever de la dette, quoi. T'en parlais un tout petit peu, tu vois, où la méthodologie qui était peut-être un petit peu, qui avait évolué en tout cas entre les fonds, qu'on peut appeler peut-être historiques et les nouveaux fonds chez Fly, dans votre fonds. Et toi, particulièrement, c'est quoi les critères que tu regardes pour évaluer une startup IA Deep Tech et qui te permet de te dire, j'ai l'intuition ou je pense que ça va vraiment fonctionner, j'y crois. Et est-ce que dans les critères que tu utilises, le fait que tu aies eu un profil technique au départ, ça joue ou pas? On a vraiment une forte affinité avec les fondateurs qui ont, je parle d'anglais, mais un right to win, c'est-à-dire un droit de gagner sur un sujet technique. Donc on aime, peut-être pour dire autrement, on aime les fondateurs qui sont experts, qui sont obsédés d'un sujet et qui l'ont été et qui souvent ont fait un compagnonnage intellectuel, qui dit lignage intellectuel, auprès de gens qui sont les meilleurs du monde sur ce sujet. Donc je vais te donner un exemple. Un des fondateurs qu'on a backé dans notre fonds 2, qui s'appelle Johnny Godwin, c'est le fondateur de Orbital. Après son PhD, il est rentré chez DeepMind, où il a bossé, en fait, à côté de l'équipe, tu vois, qui a fait AlphaFold. Je sais pas si ça te parle, mais il a travaillé sur l'équivalent de AlphaFold, mais pour la chimie inorganique. Donc, au meilleur endroit du monde, parce que c'est l'endroit qui a inventé AlphaFold, c'est ce type enfin, qui était au forefront, en fait, de ce qu'on a fait avec l'AI ces 5, 6, 10 dernières années. Et c'est en plus associé avec 2 autres fondateurs qui étaient très complémentaires techniquement et puis émotionnellement, humainement avec lui. Et donc, quand on a vu Johnny, on s'est dit, et puis lui, c'est son obsession depuis toujours, c'est de créer ce modèle fondationnel pour la chimie inorganique et d'en créer les matériaux de demain pour la transition environnementale, pour plein d'applications qui sont super importantes, faire des catalyseurs. Pour ça. Quand on le voit, en fait, tu te dis, ah bah, c'est un être humain extrêmement intense, c'est un vrai founder, il a créé autour de lui cette dynamique déjà, alors que la boîte n'est pas créée.
où il y a tous ces gens qui ont envie de venir travailler avec lui. C'est un vrai fondateur. Et deux, il a le lignage intellectuel sans doute le plus qualitatif d'Europe. Pardon pour le bruit de la machine à café. Il vient d'un des endroits les plus tier one d'Europe sur ce sujet, et donc il va avoir un avantage intellectuel, un background culturel vraiment meilleur pour adresser ce sujet de meilleure façon techniquement, et les meilleures relations avec les meilleurs profs, etc., pour pouvoir mettre en œuvre en fait ces connaissances scientifiques. Donc je te donne celui-là, mais ça c'est pour quelque chose de peut-être très technique. On n'aime pas ça forcément que sur les choses techniques, ça peut être aussi sur c'est pas encore disclosé, mais on a backé un fondateur dans le domaine de l'énergie. C'est sans doute un des experts en Europe de comment tu achètes de l'énergie, de l'énergie verte, et comment tu gères au mieux possible ton PNL. Voilà, tu vois, parfois c'est sur des sujets business, c'est vraiment le meilleur mec en Europe parce qu'il a fait le cas le plus complexe de cette activité-là chez quelqu'un qui le faisait à très large scale. Nous, on a ce biais particulier qu'on aime les experts techniques ou business d'un sujet et qui en sont vraiment passionnés. Pour terminer, peut-être sur cette partie un peu VC fonctionnement, au regard un petit peu de cette thèse particulière que vous avez et de cette appétence, on va dire, pour l'expertise, qu'elle soit technique ou métier, ça ressemble à quoi une journée, une semaine type pour toi par rapport à ça? Alors déjà, c'est une semaine qui a beaucoup d'heures, parce qu'en plus, j'ai la chance d'être maman et d'avoir 3 enfants, donc je fais des shifts soit de 5 heures du mat à 7 heures, soit de 22 heures à minuit pour bosser assez. Ce qui est à la fois super intéressant et super compliqué à gérer avec ce métier, c'est que tu contexte switch tout le temps. Une intuition qu'on n'a pas forcément de l'extérieur, c'est que quand tu penses au VC, tu te dis: «Ah, en fait, elle chasse des deals tout le temps». Bon, la réalité de mon style à moi, en tout cas, c'est que je passe plus de 50% de mon temps à bosser sur des sujets de mes portfolio compagnies. Ça peut être comment on va intriguer pour que François Chollet il investisse dans notre prochain tour, pour être visible et pour nous faciliter le prochain round. Ça peut être itérer à mort sur un communiqué parce que telle boîte est en train de... bon, je vais pas le spoiler, mais telle boîte a une performance sur un benchmark face au LLM qui défonce, et il faut qu'on le communique de la meilleure façon pour que la boîte soit de plus en plus visible. Ça peut être aller rencontrer des C-level de boîtes un peu qui pourraient avoir envie de venir comme candidat pour certaines boîtes, ou juste supporter sur la levée de fonds. Enfin, parce qu'en fait, si on a un edge d'expérience par rapport au fondateur, c'est celui-là, c'est ce qui fait qu'une levée de fonds marche. Donc ça va être un peu plus de la moitié de ma semaine. Et l'autre moitié, tu vas avoir, on va dire, des tunnels de recherche intellectuelle pure, d'essayer d'aller parler aux gens chez Faire du raisonnement AI pour les maths, parce que je me dis que c'est super intéressant qu'ils comprennent ça. Donc, cale café avec le mec, le jeune PhD de Faire qui va sortir un papier super intéressant, et avec l'équipe de Numina, parce que en France, on a la chance d'avoir des gens qui sont trop forts sur le sujet, et enfin, voilà. Et puis après, il faut aussi sourcer des deals, donc je vais avoir une conversation WhatsApp avec Grace de Lux, parce que on échange des leads, et puis le lendemain avec quelqu'un d'autre parce qu'il faut qu'on s'échange des leads, et enfin trouver des chemins d'intro vers tel et tel founder dont on m'a dit que je devrais rencontrer, un en Slovénie, un à Vienne et un à Londres. Et tout ça, c'est la même semaine, et tu as des tâches qui sont des tâches de sales et de biz dev, tu as des tâches qui sont de l'analytique intense, tu as des tâches qui sont de la communication scientifique. Enfin, c'est génial, hein, j'ai un métier qui est vraiment, enfin, je j'ai pas l'impression de travailler 1 heure dans ma semaine, sauf si peut-être j'aime pas trop faire du reach out, cold à des gens, ça j'aime pas. Il y a un peu quand même une notion de fatigue, de context switch pour quand toi-même t'aimes bien faire du deep work, c'est pas facile. J'ai juste une question complémentaire par rapport à la thèse que vous avez et où justement vous avez des aspects un peu techniques, en tout cas trouver des experts, hein, des gens qui sont un peu avant-gardistes. En tout cas, c'est la façon dont moi je le perçois. J'imagine que tu as et vous avez un gros enjeu de comment on détecte un peu les signaux faibles, les sujets qui sont un peu sous le radar, des gens qui vont développer des trucs qui demain vont être des succès. Il y a un peu de, donc, je sais pas, de détection de signaux faibles, de prospective, tu vois, comment tu fais pour... Alors, j'ai compris qu'il y avait aller dans les labos de recherche où des choses sont en train de se faire, mais tu vois, est-ce que tu as une méthode ou c'est quoi un peu ta façon de faire pour justement capter ces signaux faibles et processer ça? Parce que peut-être que moi, je vais entendre la même chose que toi, mais en fait, je vais me dire, enfin, je vais pas faire attention, alors que toi, tu vas tiquer, tu vas dire, ah, là, il y a un truc à creuser, tu vois. Alors pour pas mentir, on fait toutes ces choses, mais la réalité de l'Europe, c'est qu'il y a au final pas beaucoup, en tout cas pour nous, vraiment notre thèse à nous, on peut pas avoir des logiques top down de dire: «Ah,
ça m'intéresse à mort, l'AI tabulaire, je vais trouver une bon là, en l'occurrence, on l'avait, mais ou ça m'intéresse à mort, les architectures AI post-Transformers, j'ai envie de trouver une équipe, qui défonce en Europe sur, les architectures post-Transformers. Et ben, en Europe, il y en avait pas. Enfin, en tout cas, je l'ai vu. Il y avait au Japon Sakana AI et puis, Liquid AI, au MIT, mais ici, il y en avait pas. Donc, si ta thèse, c'est l'Europe, bah, des fois, il y a pas. Donc la façon dont on le fait nous, et pourtant j'ai passé un bon quelques mois à chercher et à parler à des gens. Bon, des fois ça vient pas, ce que tu cherches, n'est pas là. Donc la façon dont on le fait vraiment nous, c'est qu'on le fait bottom up, c'est-à-dire, il y a cette team qui a l'air incroyable. Ah, je vais assesser le sujet et tu le fais dans l'autre sens. C'est tu te dis: «Cette équipe, elle me marque parce qu'il y a une certaine intensité, elle a une grande clarté, le sujet a l'air à premier abord, au vu de ce que je sais, profond». Bah, je vais réfléchir très fort. Souvent, la plupart du temps, tu es obligé d'être en bottom up comme ça. Dans tout ce que tu dis, il revient très régulièrement, enfin, revient le côté humain. Humain, 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 et que c'est le premier critère dans ce que j'entends que vous gardez. En parallèle, on entend parler de compagnies, qui pourraient valoir des milliards et qui seraient avec une personne, voire demain des agents IA. Tu crois toi? Et est-ce que demain on va vraiment avoir ça? Parce que Franchement, j'ai pas envie d'avoir une réponse déterminée là-dessus parce que je crois qu'on est qu'à 5 de ce qu'on va révolutionner en termes d'usage, du X, de façon de coder, enfin, là, dans notre conf, là, sur le MCP, il y a ce mec en Inde qui est designer, il crée, Blender MCP, qui prend 10 000 stars sur GitHub parce que ça le saoulait d'apprendre, l'interface de Blender et puis, il disait lui-même: «Bah, je suis un utilisateur OK, mais j'ai jamais vraiment été vraiment très fort». Je me suis dit: «Est-ce qu'avec un MCP finalement, je peux arriver à faire des choses plus intéressantes?» Et il nous montrait ce que les gens faisaient avec son MCP, donc ce qui te permet directement de demander à Claude, tu t'écris en langage naturel ce que tu veux, au lieu de cliquer dans une UX. MCP à la fin, c'est ça, si tu es meilleur à décrire en langage naturel ce que tu veux et que l'AI, elle sait surpasser les bons outils dans l'UX pour répondre à ton besoin, on est vraiment encore à rien du tout de ce qui va se passer, donc c'est vraiment très à dire. Ce que je peux te dire, avec des vrais chiffres, parce que j'avais fait le petit tableau, pour, pour moi-même. Si tu prends les plus belles boîtes en Europe, des années, on va dire, 2012-2022, prenons au hasard DataIQ, Doctolib et Revolut, hein, pour prendre 2 françaises et puis une UK. Le temps qu'elles ont mis dépasser les 10 000 000 € d'ARR, c'est 4 ans. C'est Revolut, 5 ans. Ils avaient une équipe, alors on va dire, je te prends l'année où la boîte a dépassé 10 millions d'ARR. C'était l'année 4. DataIQ avait 115 personnes, ils avaient levé 45 millions d'euros. Doctolib, ils étaient 250 personnes, ils avaient levé 35 millions d'euros. Revolut, ils étaient 330 personnes et ils avaient levé 90 millions d'euros. Donc j'espère que tu as à peu près les chiffres en tête. Maintenant, je te prends les boîtes de 2022 plus. Donc prenons Eleven Labs, Lovable et puis Mistral pour quand même en avoir une française. L'équivalent de ce que je viens de te dire pour ces boîtes-là, c'est l'année du passage des 10 millions d'ARR, c'est leur année 2, pour 3 boîtes. Eleven Labs, pour passer les 10 millions d'ARR, ils ont eu besoin de 40 personnes et 20 millions d'euros levés. Lovable, de 30 personnes et 7 millions levés. Et Mistral, de 55 personnes, bon, et 400 millions levés, mais il fallait qu'ils achètent du compute, donc c'est un peu... Le vrai argent opérationnel, je pense que c'est pas tant que ça. Donc, est-ce qu'on est à la one man company? Bah, franchement, pour un chasseur de tête, ouais. Ou pour une boîte qui était déjà une boîte de 5-10 personnes, une petite agence, à mon avis, si t'es bon un peu en no-code, t'y es déjà. Et pour des vraies boîtes qui sont les top startups de leur époque, eh ben, on a divisé par 10 tous les paramètres. tu en as parlé tout à l'heure de DeepSeek. Et il y a plein de gens qui ont dit il y a eu ce moment DeepSeek qui comparait à un moment Spoutnik. Alors je sais pas si la comparaison elle est justifiée, mais en tout cas si on voit ce qui est, en tout cas tu parlais de Sam Altman qui faisait son taf de CEO, qui a levé 30 milliards, ou en tout cas et tous les acteurs qui disaient on a juste besoin de plus d'argent, plus de puissance de calcul et on va avoir des meilleurs modèles. Et là DeepSeek arrive, alors pas forcément de nulle part, et puis les chiffres qu'ils avançaient, on ne sait pas s'ils sont totalement vérifiables, mais en tout cas avec la capacité de faire quelque chose d'assez surprenant, d'aussi bon potentiellement, avec, tu disais divisé par 10, bah là potentiellement c'est ça. Est-ce que ça remet en question un petit peu l'idée que
pour dominer dans le domaine de l'IA, pour être les meilleurs, il faut absolument des milliers ou des centaines de milliers de GPU, des milliards, des dizaines de milliards? Ou est-ce que, pareil, enfin, tu vois, si on fait le parallèle avec cette compagnie qui est capable de faire la même chose avec 10 fois moins de personnes, on peut imaginer faire la même chose avec 10 fois moins de compute ou 10 fois moins de capitaux? Alors ça, c'est une question auquel on a été confronté pendant 1 an et demi dès qu'on voyait des fondateurs qui sortaient de chez DeepMind, Google ou même parfois Meta ouais, quand même Google, c'est assez enfin, voilà, c'est assez, c'est un peu un trope. En fait, tu as un peu plusieurs types de maisons en termes d'AI et de quand tu es chez Google, Meta, OpenAI, ce genre de boîtes-là ou Anthropic, je vais pas me prononcer parce que je connais pas assez. Le goal, la North Star de tout le monde, c'est: je vais blaster le state of the art. Je vais, faire une IA qui joue à StarCraft toute seule. Ça sert à quoi? On s'en fout, c'est ouf. OK. Je vais faire un world model en utilisant un budget de 100 millions de compute et de gens, qui génèrent un monde entier jouable de jeux vidéo de 3 minutes, complètement logique, en pur deep learning, sans moteur physique. Et en fait, la North Star et la culture de ces maisons, c'est ça. C'est: on s'en fout du prix, ça doit dégommer. Et du coup, quand tu penses comme ça, bah ouais, tu dis: «Il faut, un data center de 500 milliards, il faut et tout». Parce qu'il y a personne chez toi qui bosse sur: ou alors c'est pas dans la même localisation, c'est pas dans la même équipe et c'est autre part, chez Gemini, là où tu le vois pas, qui bosse sur: «Attends, vas-y, si on prône le modèle, en fait, il est aussi bien et en fait, il consomme en inférence, 3 fois moins. Ah vas-y, si on distille, ce modèle-là pour faire ça, pour cette tâche-là, il est vachement meilleur. Ah vas-y, si on le distille et qu'on fait ça et qu'on fait ci et que je sais pas quoi, ou si on arrive, à le faire tourner sur un mobile». Enfin, en fait, ça, c'est zéro ils s'en foutent. Donc, quand on voit nous des fondateurs qui arrivent de chez Google, souvent ils nous disent genre: «Ah ouais, moi pour faire la boîte, j'ai fait un business plan vachement précis, j'ai besoin de 25 millions de compute». Là genre: «Mec, tu as pas besoin». Enfin, peut-être, but I have to let you know, la plupart des gens qu'on a vus, ils pensaient qu'ils avaient besoin de 25 millions. En fait, ils avaient besoin de 4 parce que c'est juste que tu vas passer un peu ton temps sur optimiser tes unités économiques et puis ton ingénierie. Et au final, quand tu regardes ce que DeepSeek a fait, c'est une prouesse d'ingénierie. Alors c'est de l'ingénierie, de deep learning. Enfin, ils ont finalement, modifié l'architecture de Transformers pour la rendre plus efficace. Ils ont pas utilisé CUDA, en fait. Ils ont bypassé CUDA, qui est le middleware de NVIDIA, qui sert à calculer, en fait, des matrices pour les LLM, pour le transformer, le deep learning en général. Donc ils ont dit: «Bah, le software de NVIDIA pour parler avec NVIDIA, bah, avec les cartes graphiques, bah, on va tout réécrire». Donc voilà, en fait, si tu dis: «Non, moi, mon focus, c'est que ce soit efficace et c'est l'ingénierie, c'est que ça coûte 2 €», bah, tu fais des miracles aussi. Enfin, c'est pas donc tu vois? Ni OpenAI, a tort, ni ni DeepSeek, mais par contre, nous, après, quand on essaie de voir des boîtes qui essaient de faire tourner des réalités qui sont pas dans des rêves et dans l'AGI et dans Sam Altman qui a de toute façon 30 milliards en caisse, donc il peut burner 1 milliard par an et il va jamais mourir. Donc la réalité économique d'OpenAI, peut-être que sur le plan à 200 €, ils perdent du blé, on n'en sait rien. Même si c'est le cas, il leur change pas grand-chose. Ça change pas la valo. Alors que pour une boîte qui commence backée en Europe par un VC sur un tour entre 0 et 10, va falloir arriver à faire un business où tu perds pas, 2 000 000 par client que tu signes, sinon ça va pas marcher pour toi. Donc c'est nous, on est quand même assez sensibles à la capacité des gens à savoir concilier la vraie vie et l'envie de pousser le state of the art. Tu publies de temps en temps sur LinkedIn et dans un post que tu publiais, tu disais qu'en Europe, parce que vous avez une vision européenne dans le fond dans lequel tu travailles, qu'on avait globalement les capitaux, les talents ou les capacités de calcul pour créer des acteurs de premier plan. Selon toi, tu vois, si on met de côté peut-être Mistral dont on parle beaucoup, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on reste fondamentalement dépendant des acteurs américains et qu'on a du mal à créer des vraies alternatives à ces big tech? Alors ça, c'est rigolo parce que c'est parfois la réponse la plus évidente qui est la meilleure. Mais j'ai fait un passage à France Digital, dans le board, quand j'étais chez Serena et on a pas mal parlé de ces sujets et les sujets ont évolué depuis. Parce qu'aujourd'hui, au moins, tout le lobby de la tech parle d'une seule voix, donc c'est sympa. On a commencé la tech en retard par rapport aux US, puisqu'on n'a pas de boîte historique par SAP en Europe qui a pris ce rôle. Donc si on veut rattraper ce retard, elle va se jouer déjà sur les infrastructures basiques, donc sur le cloud,
sur les logiciels du quotidien, des entreprises, ce genre de choses. Mais même déjà sur le cloud et le compute, on n'a pas d'équivalent. Donc la seule façon d'arriver à créer avec les acteurs qu'on a et de les augmenter ou d'en créer de nouveaux pour prendre la place des AWS, Microsoft, Azure et puis GCP, flèche de la commande, donc du business vers ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont à des scales ridicules de business, malheureusement, par rapport à AWS et compagnie. Et donc là, ce qui est poussé, et moi je peux que être d'accord par toute la tech, c'est de dire ce serait bien qu'on flèche la commande publique en France, c'est 50%, hein, c'est le PIB, 50%, c'est l'État. Mais chez nous, 3%, les gars, 3% de vos demandes de compute et de storage et de cloud vers les acteurs nationaux ou européens, ça va tripler les CA de tout le monde. Il faut se dire, voilà, on parle de 3%, genre, les 3%, au lieu de les payer 100 millions à Microsoft, t'en payes 97 et tu files 3 millions à Scaleway. Mais pour Scaleway, en fait, c'est important. Scaleway, c'est, alors, ce ne sont pas des chiffres officiels, je devine, j'imagine dans ma tête, autour de 200-300 millions d'ARR, là où on se parle de dizaines de milliards pour AWS. Chaque million d'euros d'ARR qu'on donne à Scaleway, à OVH et aux équivalents allemands, bah, c'est de l'argent pour faire de la R&D, de l'argent pour mieux distribuer leurs produits, de l'argent pour acheter des GPU, pour être on par avec les offres et les différents produits de la galaxie de produits du WS qui sont pas tous bien, hein, faut pas se mentir. Donc voilà. Après, l'autre souci, c'est que on peut se dire oui, mais est-ce que ça devrait pas être une logique de marché? Est-ce que les grosses boîtes aussi, elles devraient pas faire ça? Ouais, mais alors quand tu es Total, par exemple, ou quand tu es LVMH, tu beau être le plus gentil possible, européen possible, si tu as 150 millions de commandes de cloud à faire, en fait, tes achats, jamais ils vont les filer à quelqu'un qui fait 300 millions derrière. C'est-à-dire: «Oh, je vais être 50% de ta base client», c'est terrifiant. Et les acteurs ne sont pas encore au scale où ils peuvent bosser et prendre les marchés des grosses boîtes européennes. Ce qui est un peu terrifiant. Donc moi, ce que je vois, c'est le seul qui peut se permettre ça, c'est l'État. C'est de commencer par dire: «Bah, nous, de toute façon, on est un État, on n'est pas que là pour être dans une logique de marché et d'efficience, on est là pour développer notre pays. Et donc la façon dont on va aider tous ces acteurs nationaux et européens à pouvoir enfin adresser les marchés des grosses boîtes, parce qu'elles en auront là, parce que le jour où Scaleway et OVH font la bonne taille, c'est moins terrifiant pour ces gens-là. On va leur permettre de l'atteindre avec de la commande publique. Et je pense que franchement, si ça pouvait arriver avant la fin du mandat de Macron, ce serait cool, parce que je sais pas ce qu'on va se prendre après. Et c'est un peu moins sûr que ça passe dans les un peu en fonction de qui est-ce qui prend la suite, mais ce serait vraiment cool si ça pouvait arriver avant. Voilà. Tu as une newsletter SOTA, State of the Art, où tu explores un petit peu des sujets chauds sur l'IA et la deep tech. Et alors je sais pas si c'est la dernière, mais la dernière que j'ai lue, tu parlais des données tabulaires et qui était un gros sujet parce que les algorithmes de deep learning classiques et les transformers sont pas faits pour ça ou bons pour traiter ce genre de données, et qu'il y a eu des évolutions intéressantes dans le domaine. Et vous avez notamment backé chez Fly une entreprise qui s'est, ou deux, je sais plus, qui s'est lancée sur ce sujet. Et il y a un vrai enjeu pour les entreprises qui ont beaucoup de données de ce type-là. Est-ce que tu peux faire un petit récap globalement de ce qu'a changé, et pourquoi ça te semble important comme sujet, justement, pour faire un peu un pas de côté par rapport au LLM classique qu'on entend habituellement, et pour autant un sujet important pour les entreprises, je pense, avec ces données qui sont hyper présentes quoi, chez elles. C'était mon tunnel d'après les post-transformer architecture, où effectivement, j'ai commencé par regarder les LLM pour les time series et puis ensuite les LLM pour les tabular data. Et avec des conclusions assez marrantes, hein, qui étaient mais en fait, quand tu reviens aux fondamentaux, tu te dis: «Mais oui, c'est évident». Un LLM s'est entraîné en mangeant l'internet et des livres et des phrases, en forme de token. Donc et puis après aussi pour les LLM multimodaux, des images avec des descriptions de ce qu'il y a sur l'image et cetera. En quoi, dans cette data, ils auraient quelque chose qui leur permettrait de bien pouvoir faire de la prédiction sur des données tabulaires? Il y a aucune logique. C'est comme un peu dire, je vais le pousser à l'extrême un peu plus, de dire: «Ah donc j'ai un LLM, je vais prendre de la donnée», je reprends mon histoire de matériaux. Je vais prendre plein de configurations possibles, de molécules, mais qui sont des chiffres, hein. C'est genre c'est de la data qui ressemble ça ressemble pas du tout à des phrases, ouais.
Tu dis: «Bah, devine-moi quelque chose». Bah, vous imaginez bien que ça va pas marcher. Enfin, le LLM, il est très bon à prédire le prochain mot dans une phrase ou les prochaines phrases que tu veux voir après un prompt, après une entrée de texte. Donc il y a rien dans ce qu'il est qui lui permette de répondre à ça de manière correcte. Ça fait pas de sens scientifiquement de demander ça. Et pourtant, comme en fait, c'est aussi vachement compliqué l'AI et puis, je veux dire quand tu es, C-level, CIO d'une très grosse boîte, enfin, tu aucun temps de rentrer en détail dans ces trucs-là. Enfin, ça, je le comprends parfaitement. Mais les gens, ils voient l'AI, les LLM marcher super bien pour plein d'applications plus NLP. Ils se disent: «Ah bah tiens et vas-y, si moi, je fais de la classification produits, je suis, une grosse marketplace, j'ai envie de classifier mes produits». C'est du texte ça? Non, des fiches produits, c'est le truc, ça fait une taille, une couleur, un machin, une description, il y a une image. Bah, c'est du texte pour les LLM. Les LLM, c'est font ce travail et par exemple, tu te dis: «Bah, j'ai ma fiche produit, je veux dire dans quelle catégorie je devrais la mettre dans ma marketplace». Bah, c'est piteux le résultat des LLM sur un truc comme ça, parce que c'est pas fait pour ça. En fait, c'est, il faudrait un LLM qui n'aurait pas été entraîné sur des phrases, mais qui serait entraîné sur des Excel. Et il se trouve que, incroyable, il y a 3 équipes de ouf qui font ça en Europe. Et au départ, 2 équipes de recherche, donc une à Paris, à l'INRIA, Paris-Saclay, qui est dirigée par Gaël Varrocco. Alors c'est marrant parce que Gaël Varrocco, c'est celui qui a co-créé Scikit-learn. Et si, comme je pense pas mal d'auditeurs de ton podcast connaissent Scikit-learn, parce que si tu fais de la data science une fois dans ta vie, tu as utilisé Scikit-learn. C'est, le framework le plus utilisé au monde pour faire de la data science, enfin, surtout pour commencer. Et donc en fait, il a commencé à développer des méthodes avec un papier, sorti en 2024 qui s'appelle CART, qui dit: «Ah voilà comment moi je ferais, j'appliquerais, voilà, une architecture de deep learning qui me semble pertinente pour traiter les problèmes avec de la donnée tabulaire». Et c'est pas un LLM, hein, spoiler. Donc moi je vois ce papier, je fais: «Ah trop cool». Et en même temps en Allemagne, il y a une autre équipe là, du coup d'un labo dirigé par Frank Rutter, qui a une idée complètement différente, qui dit: «Bah, je vais essayer de refaire un modèle fondationnel en créant plein de faux Excel, de fausses données tabulaires, on va faire des dizaines de millions de faux Excel, mais qui ressemblent à la vraie vie et on va créer un modèle fondationnel sur ces faux Excel, des PFN». Et il crée un modèle de fondation qui s'appelle TabPFN et depuis, une start-up qui va commercialiser ce travail qui s'appelle Prior Labs. Et donc alors là, excitation intellectuelle infinie pour moi, donc on a tous nos lubies bizarres, mais là, moi, je suis désolé, c'était vraiment super intéressant. On est sur des sujets où, en fait, le machine learning, la data science, ça fait gagner des milliards d'euros dans l'économie réelle. Il y a des milliers de personnes qui bossent sur des projets de data science dans toutes les boîtes. On parle de vrais cas d'utilisation, on parle de vrai argent, de vrais sujets. Si tu peux claquer des doigts et faire ton expérience ChatGPT, ton expérience un peu de zero shot, si tu peux l'avoir sans faire du pré-training sur ta data, sans devoir faire un projet finalement, d'avoir ce que tu as l'expérience avec du LLM de peu importe ce que tu lui fais manger, il te répond, sans devoir bosser comme tu dois faire quand tu fais un projet de data science. Tu dois commencer par faire, du feature engineering, regarder un peu la gueule de ta data, te dire: «Ah bah du coup je vais mettre, un algorithme XGBoost et puis faire». Tout ça, si tu pouvais le foutre à la poubelle et avoir le résultat directement, c'est quand même un truc de dingue. Je pense que ça enablerait pour la banque, pour le retail, pour les hôpitaux, enfin pour, toutes les industries majeures dans le monde où tu as besoin de prédire, de trouver des catégories, enfin de faire de la data science, quoi. Pardon, du coup, j'ai parlé longtemps parce que c'était c'est vraiment moi j'ai passé du temps ici. Mais donc bon, il arrive finalement que Team Gaël Varrocco, il y a 2 boîtes qui se créent. Neuralk, qui est la station S que nous on a financée, qui est plutôt sur les use cases retail et que si vous êtes dans le retail, je vous invite à contacter parce qu'ils sont évidemment incroyables. Et une que je ne peux pas, discloser parce qu'elle est en stealth, elle n'est pas encore, sortie du bois, mais qui est entre San Francisco et Paris et qui est plutôt sur des sujets, banque finance, avec une équipe, extraordinaire et l'équipe donc de Prior Labs en Allemagne qui, a, la OG Research et puis, dont les algos sont live. Vous pouvez tester en allant sur le site de Prior Labs, hein, si vous avez des projets de data science. Ça marche aussi très bien sur les time series, en featurisant les time series, ce qui est assez marrant quoi, pour le coup. C'est je m'étais pas dit que ce serait, enfin, c'est pas évident que ça marche, même aussi sur les time series. On arrive tranquillement vers la fin de l'échange. Il me reste 2 questions. La première question que je voulais te poser,
Alors c'est pas une question facile, mais j'imagine qu'en travaillant sur tous ces sujets-là, tu as développé un peu des intuitions, tu vois passer des choses. Tu vois, si tu dois te projeter à 5, 10 ans, c'est quoi les plus gros sujets que tu vois émerger? Est-ce que tu vois des ruptures? Parce que si tu traînes un peu avec les labos de recherche, potentiellement, il y a des choses qui peuvent demain se retrouver dans le grand public. Tu vois, on parle beaucoup de AGI, de Embedded AI, ou enfin, voilà, c'est quoi les trucs que toi tu te dis: «Tiens, mon petit doigt me dit que là, il y a des trucs qui vont potentiellement être intéressants demain». Déjà, je pense que le 5-10 ans, il est tellement violent que j'en suis totalement incapable parce qu'on est dans un moment de chaos créatif, comme, moi j'ai jamais vu dans ma petite vie de personne de 35 ans donc ceux qui ont eu la joie d'expériencer, l'an 2000, 2001 avec, même, enfin, on va dire 97, 2002 en tant qu'adulte, j'aimerais je suis jalouse parce que je pense qu'il y a des learnings à tirer sur les parallèles. Mais, non, là, il faut enfin, nous, en tout cas, enfin, peut-être juste pour répondre à ta question, nous, on est assez excités par plusieurs sujets là, maintenant, avec, l'idée que ça se développe dans les 5 prochaines années. Tout ce qui est robotique généralisée, donc, ce qui est Body AI, de les robots, c'est resté cantonné aux usines pour plein de raisons, des raisons de que c'est très con, ça fait des trucs vachement délimités, ça généralise pas bien, du coup, c'est pas safe. Là, je sais pas si on va être, au robot que Tesla là nous vend ou qu'on va pas encore être ou Figure nous vend, mais on va au moins pouvoir avoir des applications, il y a quelqu'un qui m'a dit pardon, je me pose moi-même, mais il y a quelqu'un qui m'a dit récemment: «Quand est-ce que tu as vu un robot qui t'a rendu un service?» sauf si tu un Roomba chez toi, quoi. Et c'est vrai, enfin, les robots, ils sont pas dans notre vraie vie. Là, je pense qu'on va le voir quand même dans les 5-10 prochaines années, tout comme, on a vu les véhicules autonomes devenir une réalité. Alors pas ici, hein, parce que c'est encore un peu trop dur, hein, pour Waymo de faire le film, mais je vous laisse regarder Wave dans notre portefeuille qui fonctionne en Europe. Les véhicules autonomes, c'est une réalité à SF, c'est une réalité dans certaines villes aux US. Je pense qu'on va voir les robots arriver sur des usages, business assez rapidement, parce que ça va être assez bon et assez safe. À mon avis, le truc, on est pas prêt, enfin, juste va passer une semaine à SF et c'est assez, clair, c'est sur, le changement de nos usages et de l'UX et de comment on interagit avec, le digital. Mais alors ça, je suis incapable de prédire, mais ça va changer, dans les 3 prochaines années, je pense. On va tous les gens qui pensent avoir des mots d'usage, de produits de base de données, tout, je pense que la moitié des grosses boîtes qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui dans notre ordi, on l'utilisera pas dans 5 ans. Donc, c'est là où je pense que si pour les builders qui nous écoutent, faut pas avoir peur parce que l'attraction, elle est très violente dans un sens, dans l'autre, mais ce qui compte à la fin, le vrai mot des gens, c'est: est-ce que l'expérience utilisateur, elle défonce? Est-ce que ça crée de la valeur? Cursor est venu après que Copilot ait fait 100 millions d'ARR. Et ben, Cursor, s'engage tranquillement vers les 100 millions d'ARR aussi, parce que l'expérience, elle défonce. Même chose pour Lovable, même chose pour après, je pense que les transformers, on n'a pas encore tout vu, les LLM, on n'a pas encore tout vu. Il y a de l'ingénierie, il y a du produit, il y a plein de trucs à faire. Mais je suis très curieuse de ce que vont nous sortir tous ces labs qui sont en sous-marin. Là, il y a Sakanae qui a sorti un papier sur, Continuous Thought Machines. C'est une architecture post-transformer, ça a l'air incroyable. Ça se trouve, ça sort dans les 2 ans, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour ça les 10 ans, ouh là là, c'est trop dur. Mais ça a jamais été un moment aussi terrifiant et intéressant intellectuellement que maintenant, surtout quand on fait mon métier et que c'est censé bêter sur dans 5 ans, bah, c'est très difficile. J'ai une dernière question et ça permettra de clore, cet échange. Tu disais ah oui, je sais plus si tu l'as dit dans ta présentation, mais c'est qu'on avait échangé, et tu as eu un bref parcours entrepreneurial. Si tu devais, tu vois, quitter aujourd'hui le monde des VC, pas pour lancer un autre fonds, mais pour monter une boîte dans l'IA ou cofonder une boîte dans l'IA, ce serait pour faire quoi? Alors moi, par nature, je savais pas faire grand-chose. C'est à la limite, je sais un peu vendre, hein, tu vois? Et par contre, bah, le seul skill que j'ai, c'est de rassembler autour de moi, des gens qui sont très forts et qui, eux, savent faire des choses. Donc, ça laisse je pense que j'aurais une approche similaire à celle, de ce que j'ai en VC, c'est-à-dire, bottom up, genre: «OK, qui est-ce qui est trop fort et qui m'aime suffisamment et qui a envie de faire quelque chose avec moi?» ou moi, je m'occuperai de la partie
levée de fonds, recrutement et puis opération et qui serait le cerveau scientifique parce qu'à la fin quand même, mon background d'ingénieur, je sais absolument rien faire. Ce serait une logique extrêmement bottom-up des gens autour de moi comme ça en me disant: «Ah mais tiens, lui, il est trop fort en recherche opérationnelle, elle est trop forte en 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 diffusion models, pour la tech bio, pour tel truc». Enfin, ce serait vraiment de surtout trouver des associés et puis de les augmenter pour leur créer c'est ce que je fais déjà en tant que VC, hein, de leur créer opérationnellement cette fois le meilleur endroit du monde pour faire le truc qu'ils savent bien faire, quoi. Donc c'est pas du tout précis, mais voilà. Non, bah, écoute, ça permettra de clore cette échange. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Marie. Merci à toi. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.